Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Avant de démarrer, justement, j'ai envie de dire que nous, on est hyper contents d'être ici, évidemment, parce que Devoxx, c'est un événement qui, d'après moi, fait partie des leviers principaux qui ont permis de créer l'écosystème tech qui existe aujourd'hui en France. Ça fait maintenant 10 ans qu'il y a pas mal de conférences, de meet-up, etc., qui ont contribué à créer la vivacité de cet écosystème, dont on va essayer d'être les représentants un petit peu ce soir. Enfin, ce soir, pardon, ce matin. Voilà. C'est pas couché encore. Non, non, c'est compliqué. Alors, on s'est lancé un petit challenge, c'est de parler d'un sujet qui est un petit peu pas tech, dans une conférence tech. Donc, c'est vrai qu'on s'est mis un petit peu la pression. On est agréablement surpris parce qu'il y a quand même du monde qui a l'air d'être intéressé par ce sujet. Par contre, le contrepartie, c'est qu'il y a un petit peu de stress aussi qui monte. À peine. Un peu, un peu. Euh, Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur les personnes qui sont ici. Alors, j'ai envie de vous solliciter physiquement, savoir un petit peu euh, parmi vous, est-ce que vous pourriez lever la main si vous n'êtes pas encore à 6 ans d'expérience et que vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir faire pour continuer dans la voie technique, c'est-à-dire regarder les mains dans le code. Voilà. Donc, qui est dans ce cadre-là? Ok. À l'inverse, j'aimerais savoir aussi ceux Non, laissez qui... la main levée. Oh, ça va être dur là parce que Ah bah si, si, ça va. Ça c'est va. physique, hein. Bon, Ah ouais, d'accord, c'est ok. pas grave. Ça dure moins de 45 minutes. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais savoir ceux qui, au contraire, ont dépassé ces 6 ans, sont peut-être devenus seniors dans leur entreprise et se demandent comment rester dans la technique sans passer par le management. Et qui code encore, hein. Bien sûr. Il y a beaucoup plus de personnes déjà. Ok. Et enfin, j'aimerais savoir ceux qui sont peut-être pour le coup managers ou dans des fonctions RH par exemple et qui souhaitent contribuer à créer des chemins de progression pour toutes les personnes qui viennent de lever la main. Ok, Top. très bien. Donc on a un tiers, deux tiers. Oula, t'es gentil, il y avait Ça fait beaucoup notre plus qu'un 4 tiers. tiers. Ah bah, il y avait un bon 2 tiers de Ouais. seniors. Euh, on va se présenter. Oui. Donc moi c'est Hugo Lassiège, je travaille chez Malte en tant que CTO, je suis un des cofondateurs également. Je blogue mes heures perdues sur eventuallycoding.com. Et voilà, ça fait 20 ans que je travaille aujourd'hui dans l'informatique. Je me suis posé plein de questions tout au long de ma carrière, euh, notamment qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je souhaitais depuis le début rester dans la contribution individuelle, donc garder les mains dans le cambouis. J'ai pas toujours eu les environnements qui m'ont permis de le faire. Et l'une des premières réponses que j'ai eues, c'est de devenir freelance. Et puis par la suite, j'ai finalement créé une entreprise qui s'appelle Malte. Euh, j'ai eu un challenge, c'est que je devais. L'entreprise aujourd'hui fait à peu près 500 personnes. Et il a fallu créer une structure dans laquelle moi j'aurais souhaité bosser quand j'étais salarié. Je souhaitais créer quelque chose dans lequel il était possible justement de faire cette progression en tant que contributeur individuel. Donc c'est un peu certains éléments en fait qui vont se retrouver dans cette présentation. Bonjour, Dimitri Bailly. Aussi super content d'être à Devoxx. Ça fait un bon moment. J'ai croisé beaucoup de gens que je n'ai pas vus depuis une petite dizaine d'années. Et du coup, il y a 10 ans, effectivement, j'étais plutôt contributeur individuel chez Prima Solutions avec d'autres personnes qui sont à la salle. Et une carrière, effectivement, de contributeurs individuels, passionné d'usines logicielles, pas mal de contributions pour accompagner les équipes, les améliorer à s'organiser. Je suis cofondateur de TechRox, qui est un réseau de tech leaders sur lequel justement on essaye d'accompagner les échanges entre seniors, entre personnes qui essayent de faire avancer la tech. Et j'ai rejoint Back Market il y a 10 jours pour recruter la moitié de la salle, organiser les équipes de développement, justement. Il y a près de 200 personnes, ça tourne déjà vraiment bien et on veut aller un cran plus loin. Le comité de promotion des seniors, des individuels contributeurs a lieu en ce moment même. Donc je ne peux pas y aller, mais c'est vraiment le sujet. Et voilà, donc très très content de vous partager un peu ce sujet d'accompagnement des seniors dans la tech. Alors, on va revenir sur le titre du sujet qui était voilà, est-ce que une fois qu'on est arrivé senior, c'est le bout de la route?
Parce que dans beaucoup d'entreprises, effectivement, le chemin de carrière privilégié pour tout le monde, c'est de viser le fait d'être senior. Mais en fait, on devient senior au bout de 6 ans. Alors, beaucoup de personnes dans cette salle sont concernées. Et pour autant, on peut se poser la question, est-ce que c'est la fin de la route? Mais si c'était le cas, est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'on a réellement l'objectif de passer 45 minutes là-dessus? Moi, j'ai envie de vous dire que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en fait sous-jacents à ça. Le premier est de savoir, est-ce que la perception de la valeur dans votre entreprise, euh, elle est là? C'est-à-dire, en gros, est-ce que dans 20 ans, 30 ans, on va considérer que vous allez apporter plus qu'au bout de 6 ans d'expérience? Dans certaines entreprises, ce n'est pas forcément le cas. Et puis, je dirais qu'il y a un deuxième effet derrière tout ça, c'est est-ce que vous-même, vous êtes à l'aise avec ça? C'est-à-dire que si l'entreprise ne voit pas forcément plus de plus-value euh, ou n'attend pas plus de plus-value, c'est aussi un cas qui existe, est-ce que vous-même vous êtes dans une position où vous dites ok, je suis peut-être confortable, je vais rester dans mon sujet qui est l'expertise technique, j'ai appris à apprendre jusqu'au rang de senior aujourd'hui, alors je ne dis pas que c'est simple, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer, mais globalement je ne vais pas dépasser de mon rôle. Je pense que ça peut être un sujet pour beaucoup d'entre vous, et si à l'inverse vous avez envie d'évoluer et d'être reconnu pour ça, il y a plusieurs voies. Alors, il y en a une, traditionnellement, qu'on vous dit, c'est le management. Et il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de le faire. Simplement, peut-être que le seul sujet que vous avez vu pour, par exemple, parler d'augmentation de salaire, bah, c'est l'évolution quelque part et c'est le management qui est proposé. Mais auquel cas, peut-être que vous allez vous confronter à un moment ou à un autre bah, à un palier sur, une question de motivation, et puis deux, une question de compétence. Voilà, on appelle ça le principe de Peter, le fait d'être à un moment promu sur un sujet sur lequel on n'est pas forcément le meilleur pour faire ça. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible évidemment de continuer à progresser, d'être reconnu pour ça, d'avoir des évolutions de carrière assez intéressantes. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quand même un peu de chemin, il y a quand même pas mal de boulot. Et effectivement, senior, c'est qu'une partie du sujet. 30 ans. Dimitri. Et en fait, effectivement, si on reprend sur un point de vue plus personnel de sa croissance, des étapes à passer dans une carrière tech, et là on va vraiment vous présenter les étapes de la synthèse qu'on a faite avec Hugo de ce qui se passe sur le marché. C'est pas forcément nos boîtes spécifiquement, c'est un peu une synthèse de marché et nos expériences vraiment personnelles, comment on a accompagné des personnes à grandir. Et du coup, sortie d'école, on a appris à apprendre, junior développeur, première étape. Software engineer vraiment à plein, où on fait ce qu'on nous demande, on code la plupart du temps, et on arrive à cette étape qui est un peu l'objectif quand on rentre dans une entreprise, quand on rentre dans une carrière, quand on rentre dans le métier, c'est de devenir senior développeur. Donc c'est vraiment là, c'est les trois échelons un peu personnels sur l'avancement dans la carrière. Et pour tout le talk, en fait, on a envie de dire, mettez-vous dans la tête d'une personne qui est à ce niveau-là, qui vient d'être senior, que ce soit vous dans le futur, que ce soit vous dans le passé, que ce soit les gens que vous accompagnez. On a vraiment construit le talk autour de cette position-là et ce qui se passe à ce niveau-là, parce que c'est pour nous, à ce moment-là, que des personnes peuvent stagner assez longtemps à ce rang-là, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas de la suite dans l'entreprise, dans leur tête, principe de Peter aussi, et d'essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer après ce cran-là. Classiquement, tout le monde va vous dire, pass manager, on en a besoin, c'est le bazar, on ne sait pas comment gérer les devs, ils sont ingérables, tu vas les gérer toi-même. Donc passer manager, c'est ultra utile, c'est important, il faut avoir une passion et des compétences pour ça. Globalement, ce qu'on a envie de dire là-dessus, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Il y a un très bon talk de Nicolas Héringer qui est enregistré à Devox il y a quelques années sur le sujet, qui est vraiment intéressant pour aller voir la carrière et le vécu d'un manager. Mais globalement, dites-vous qu'il y a Engineering Manager, Senior Engineering Manager, Director of Engineering, VP Engineering, Senior VP Engineering. Selon les tailles des boîtes, ça peut aller loin, mais il y a toute une carrière avec plein d'étapes. Dans le management, c'est extrêmement important pour les boîtes que le management de la tech existe. Mais on se demande, est-ce qu'il y a une autre voie? C'est quoi l'option?
parce qu'on aime bien les options, on aime bien des possibilités. Et ce qu'on dit là, une fois qu'on est senior, il y a une option, il y a une carrière de contributeur individuel, et ça c'est un peu la terminologie qu'on utilise et qu'on veut utiliser à partir de maintenant, c'est j'ai envie d'avoir une carrière de contributeur individuel. Schématiquement, les postes, et on y reviendra, c'est staff engineer au-dessus. Donc après senior developer, ce qui existe, c'est staff engineer, principal engineer, distinguished fellow engineer, et enfin CTO. Donc ça, c'est vraiment la carrière de contributeur individuel, des gens qui bâtissent le logiciel, que ce soit chez des éditeurs, chez des pure players ou d'autres entreprises. La carrière de contributeur individuel, c'est celle-là dont on veut vous parler aujourd'hui, et c'est celle qui existe. Et le premier message, si vous vous arrêtez d'écouter à partir de maintenant, c'est ça existe. À vous de trouver, à vous de creuser. On va essayer de vous aider, mais c'est cette voie-là qu'on a envie de creuser avec vous. En tant que senior développeur, à qui personne va vous montrer cette voie-là. Elle est vraiment à découvrir. Tant mieux si votre entreprise le fait, tant mieux si ça existe dans votre entreprise, mais chez les Furets, on a dû la construire avec Gilles, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais on a construit la track individual contributor. Chez Back Market, ils sont en train de le faire aussi. Ça reste à construire à un moment donné dans une entreprise. Si ça n'existe pas, il va falloir contribuer à le construire. Donc du coup, on a ces deux branches-là, manager, individual contributor, engineering management, manager pass pour la partie droite, et leadership pass. On vous expliquera ça un petit peu plus précisément après. Jamy, est-ce qu'on peut on peut passer de l'un à l'autre, hein? L'un à l'autre Oui. Très bien. Est-ce qu'il est possible de faire les deux en même temps? Non. Tu peux expliquer? Non. Parfait. Acteur studio répété. Voilà. Non, j'expliquerai pas parce qu'il y a un superbe article de Charity Majors qui s'appelle Engineering Pendulum qui explique vraiment et qui a passé pas mal de temps et qui, moi, m'a vraiment changé la vision sur le sujet. On peut faire les deux, il faut faire les deux voies, là, il faut les explorer, mais pas en même temps. Donc ça, c'est son mantra. Elle expliquera bien mieux que moi. Donc Charity Majors Engineering Pendulum, vous trouverez ça sur Google. Derrière ça, en fait, cette grille, ces blocs, l'idée, c'est de sentir qu'on grandit pour soi-même, mais aussi dans l'entreprise. Il y a un petit détail dans l'entreprise qui s'appelle salaire. On est là pour en parler aussi. Grandir dans l'entreprise, c'est aussi mériter un salaire plus élevé. C'est ce qui nous fait grandir, c'est la reconnaissance de l'entreprise est en partie aussi le salaire que vous avez. En tant que manager, notre rôle, c'est d'arriver et de réussir à donner de la reconnaissance aux personnes, de les faire grandir, de les augmenter. Et dans la carrière, on a envie de faire des sauts comme ça de salaire, de grandir assez régulièrement, c'est assez motivant. Et il n'y a pas que changer de boîte pour avoir 15% de promotion qui existe. Donc restez dans vos entreprises et essayez de trouver le moyen d'avoir une promotion. Donc ces grilles, ces étapes-là, même si elles n'existent pas dans l'entreprise formulées comme ça, ayez ça en tête. Ces caps-là sont des moyens d'avoir des promotions dans l'entreprise. Et pour avoir ces promotions, il faut que l'entreprise ait une reconnaissance pour vous. Donc ces étapes-là, c'est aussi de l'impact de plus en plus grand que vous avez dans votre entreprise, qui elle-même vous le rendra par des augmentations, par des promotions, par des projets plus conséquents, par des responsabilités plus conséquentes. On vous proposera plus de management, plus de personnes, mais vous arriverez à le transformer en prendre un projet et arriver à avoir de l'impact dans l'entreprise. Donc, si on fait une petite pause là, sur cette partie grille, moi j'ai juste envie de dire, cette voie-là, elle existe. On ne vous la montrera pas. La porte, elle est fermée, comme disait mon ami tout à l'heure. Vous ne la voyez peut-être pas,
mais cette porte-là, elle existe. Cette carrière d'individuel contributeur, elle existe. À vous de la trouver, à vous de la construire, à vous de la faire. Et c'est votre expérience et c'est surtout l'impact que vous aurez dans l'entreprise qui compte. Ok, il y a un terme que je trouve extrêmement important à creuser, c'est impact. Impact, c'est effectivement ce qu'on va rechercher pour continuer à progresser dans l'entreprise. C'est plus uniquement l'expertise technologique. Alors, ça va servir, je ne le minimise pas, mais ça doit servir pour un objectif. Et donc, on ne va pas avoir une discussion là comme ça facilement. J'aurais aimé vous poser la question à tous individuellement, mais ça va être impossible. Si je vous posais la question, est-ce que vous avez eu de l'impact récemment? Compliqué comme question parce qu'elle est peut-être un peu vague. Vous dites, voilà, sur les 6 derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait qui a eu de l'impact dans l'entreprise? Alors peut-être que vous allez avoir des considérations technologiques, de projets, etc., etc. Maintenant, si je précise la question et que je vous demande, est-ce que sur cet impact, vous êtes en mesure de le mesurer, de le quantifier? Est-ce que vous connaissez quel a été le retour business dans votre entreprise? C'est déjà beaucoup plus dur, souvent. C'est là où beaucoup de personnes bloquent. Qu'est-ce que j'ai réussi à débloquer, que ce soit pour mon entreprise, pour mes utilisateurs finaux, ça peut être des utilisateurs finaux au sein de l'entreprise d'ailleurs aussi. Donc on va utiliser cette notion d'impact, parce que moi, elle me paraît assez cruciale, pour prendre ça comme grille de lecture dans la progression dans l'entreprise. Cet impact, il va grandir de façon croissante. Si on prend le premier sujet, on est junior, on a appris à apprendre, on commence à le mettre en pratique. Le premier sujet d'impact, finalement, c'est soi-même. On apprend. À partir de là, on peut simplement, entre guillemets, hein, évidemment, mais prendre des sujets très normalisés. Par contre, au sein de Malte, on a créé un Career Pass. Alors, ce Career Pass, il n'a rien d'exotique. Vous allez pouvoir retrouver des sources en fin de cette présentation-là. Et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de similitudes de l'industrie. Et dès le rang de junior, on va commencer à introduire des éléments qui sont liés au business. Alors le Career Pass, c'est beaucoup plus large que ça. Moi, c'est ça que j'ai envie de parler, c'est la partie business. Au niveau junior, on va commencer déjà à demander aux personnes, est-ce que vous êtes en mesure de savoir quel est l'objectif de l'entreprise, comment elle fonctionne, quelle est la proposition de valeur au niveau des utilisateurs, etc., etc. Confirmé, on a commencé un petit peu à capitaliser des connaissances, on est capable d'avoir une influence au sein de son équipe puisqu'on est un contributeur positif. C'est-à-dire que désormais, on peut prendre des choses qui sont peut-être un petit peu moins définies. On a une meilleure compréhension de ses utilisateurs. Alors nous, dans Carapace, on va préciser, voilà, vous êtes censé avoir développé une certaine empathie avec vos utilisateurs. Potentiellement, vous allez les rencontrer, interviewer. Vous avez donc une meilleure vision du marché aussi dans lequel on évolue. Ça fait vraiment partie des critères qu'on met dans le Carapace pour évoluer. Senior, c'est déjà une sorte de petit tournant quand même, parce que non seulement il y a le sujet de, ok, vous avez développé vos connaissances techniques, vous êtes à même de prendre des sujets plus complexes et d'y apporter des solutions en quasi-autonomie ou autonomie complète. Par contre, le sujet, c'est plus uniquement de traiter des problèmes, c'est de traiter les bons problèmes. C'est d'avoir le recul nécessaire pour savoir si est-ce que ce que je suis en train de toucher, c'est réellement le sujet sur lequel on devrait travailler. Et en termes de, je dirais, justement d'impact, on va commencer à déborder au-delà de l'équipe produit. Alors ici, on a mis un impact au niveau de l'équipe produit, au niveau des communautés de pratique, mais en réalité, on va commencer à déborder, on va commencer à parler à beaucoup plus de personnes au sein de l'entreprise. Mais c'est ça qui fait le réel changement avec un staff engineer. Le staff engineer, si jusqu'à présent, on a été peut-être un petit peu, comment dire, souple avec tout ce qu'on vient de parler en termes de business à partir de staff, c'est une nécessité. Parler avec les autres interlocuteurs dans l'entreprise, parler avec ses clients, parler avec les utilisateurs de son produit, ça devient une obligation. Pourquoi? Parce qu'il va falloir non seulement, ce qu'on a pu mettre juste avant, traiter des problèmes qui sont connus, mais aussi détecter les problèmes sur lesquels il va falloir travailler. Donc ça, c'est un vrai sujet crucial et c'est ce qui va aussi sous-tendre la suite. Tout le monde peut devenir staff? Alors, tout le monde peut devenir staff, effectivement, mais ça nécessite aussi de faire un pas de côté. On en reparlera tout à l'heure, vous allez remarquer, hein,
C'était pas linéaire entre senior et staff. Il y a un pas de côté très important à avoir sur son attitude de l'entreprise. On va développer des connaissances, des compétences supplémentaires, pas uniquement technologiques, mais ça, on va revenir juste après. Principal, c'est la suite. Principal, c'est je suis capable d'observer de plus en plus largement ma compagnie. Je suis capable d'aller parler à peu près tout le monde dedans. J'ai donc une influence positive sur la stratégie de l'entreprise. Je commence à contribuer. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des OKR, mais je vais contribuer aux objectifs chiffrés dans l'entreprise sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Je suis aussi capable de traiter des sujets qui nécessitent une coordination technologique. Je parle bien de technologique. Prenez des sujets, par exemple, je sais pas moi, le paiement, l'internationalisation, des sujets comme ça peut être disséminé sur d'énormes parties de votre équipe produit, mais aussi en dehors. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va vous attendre. Une question d'anticipation aussi. Vous regardez plus loin dans le temps sur votre entreprise, quoi. Distinguished et Fellow, ce sont des rôles qu'on va retrouver, pas forcément, là ça peut sortir très très longtemps dessus, mais globalement vous prenez tout ce que je viens de dire et vous le reportez sur l'industrie. Est-ce que j'étudie mon marché? Est-ce que j'étudie l'impact de l'entreprise sur le marché? Est-ce que je suis capable de comprendre comment cette industrie peut évoluer de façon globale? Rien de mieux des exemples. Oui, mais on a aussi le droit de rêver, quoi, sur le philo, quoi. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, IBM Philo, c'était un titre que j'avais vu passer sur quelqu'un. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un à qui on donne les clés en disant, bah, vas-y, on te fait confiance. Tu as suffisamment contribué pour l'entreprise, tu as passé ta carrière dans l'entreprise, tu as fait tellement de choses, tu comprends mieux que nous les enjeux, et on va te donner les clés. Et on peut passer. Et, Ken Beck, par exemple, c'est un très bon exemple pour moi de quelqu'un qui a eu un impact colossal. Alors pour, j'espère, toute la salle qui utilise des tests unitaires, sinon il faut sortir. Et quelqu'un qui a inventé ça, l'extreme programming, qui a structuré, qui a eu un impact colossal sur l'ensemble du business, il mérite dans une entreprise, que les entreprises se battent. Donc il a bossé chez Facebook, là il est chez Gusto. Alors, regardez son profil LinkedIn, c'est intéressant. Il s'est attaqué à la dette technique profonde de la boîte. C'est lui qui décide, il pouvait faire d'autres choses. Mais voilà. Pour moi, c'est un peu l'image même du philo. Contributeur individuel, c'est pas un manager, il dit pas comment organiser les équipes, c'est comment lui continue de coder, continue de contribuer au business. Néa, alors que je connais pas personnellement, mais qui représente pour moi la version open source, c'est une des co-créatrices de Kafka, qui était chez LinkedIn, qui a créé Kafka chez LinkedIn, et on sent bien que dans le monde open source, le contributeur individuel, il a toute sa place. La reconnaissance par la contribution, par la vision technologique, par la reconnaissance des pairs, la voie open source, ça fournit le titre principal, distinguish. On a bien ça en tête avec le modèle open source. Il faut le porter en entreprise, mais c'est la voie brute de la reconnaissance par la contribution. Audrey, Julien et David, c'est plus moi sur ma carrière personnelle, les gens que j'ai vus grandir, que je vois grandir. En tant que contributeur individuel, Audrey, je la vois se consacrer à de la contribution individuelle. Elle a probablement pu être manager, mais depuis plusieurs années, elle grandit. Staff engineer chez Pivotal. Elle est passionnée par la contribution individuelle et les boîtes lui font confiance pour contribuer. Ça, c'est très intéressant. Julien, avec qui j'ai travaillé chez Exoplatform, je l'ai vu opérer avec ce mindset staff engineer principal, d'aller regarder plus loin, plus en avant de l'équipe, des murs que l'équipe allait se prendre, du mentoring des devs, de faire grandir des seniors et d'être exemplaire dans la contribution. Et ce qui s'est passé avec Julien, qui pour moi là est ultra important, c'est qu'on était en binôme sur du management et un contributeur. Si vous avez des contributeurs seniors, il faut aussi des managers à côté qui les comprennent, parce que c'est le travail en équipe et le binôme, c'est chacun se donne ses missions, des gens sur le terrain, des gens sur l'organisation pour créer les conditions du succès de l'entreprise. Il faut des managers, il faut des gens qui comprennent que les individuels contributeurs, ils sont là pour produire, et il faut leur enlever les barrières. Ils vont
identifier les barrières. Donc Julien, c'était vraiment impressionnant, cette volonté de trouver les barrières qui vont venir, de prendre le temps de les analyser et de dégoupiller ces parties-là. David Gageot, je pense qu'il est très connu à Devox, son rôle principal chez Doctolib et d'autres chez Docker, où il est passé revenu à zéro en Go pour contribuer. Ce qu'il nous expliquait hier chez Docker, sa contribution, c'est l'impact qu'il a eu jusqu'à Solomon pour les convaincre de s'occuper de l'écosystème Kubernetes, par exemple. En tant que contributeur individuel, en disant là, il faut y aller, et d'arriver à convaincre la hiérarchie technologique qu'il fallait s'occuper d'un scope comme ça. Donc voilà, ça c'est des gens que vous pourrez croiser un petit peu, que moi j'ai croisé, mais contributeurs individuels, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut leur ressembler, trouver les vôtres, mais c'est ultra inspirant d'en voir. On voit beaucoup plus de titres de principal, de staff engineer apparaître, allez leur parler et vous apprendrez pas mal de choses. C'est pas effectivement, hein, c'est pas exotique. Si vous allez sur LinkedIn, vous allez retrouver ces descriptions-là de postes. Et alors, si on reprend un petit peu en mode managérial, votre développement personnel, globalement, on peut estimer qu'il y a 4 axes. L'expertise technologique, la capacité à faire les choses. Vous pouvez avoir des connaissances, mais à rien produire, à rien livrer. L'efficience, là, ou l'efficacité. Ça, on sent bien que junior, confirmé, senior, c'est d'atteindre ce niveau-là, d'être capable d'avoir l'expertise et d'être capable de produire, getting things done. Ce qu'on dit au niveau staff engineer, c'est ce cran-là, on doit passer vers le business et s'occuper des personnes. La partie staff engineer, on dit on sort de l'équipe, on sort de juste faire ce qu'on nous demande, on prend de l'autonomie, on prend de l'anticipation, on va un cran en avant. Ça vous demande d'aller vers les personnes, du leadership, et vers le business, vers le produit. Vous êtes concerné, vous devez contribuer. Et c'est ces deux axes-là qui sont nécessaires de construire. Donc David, si tu m'entends, c'était 2 axes là, pour progresser. C'est cela. Il faut sortir de sa zone de confort. Senior, on a atteint la zone de confort, on est performant, on est reconnu, on sait faire. Maintenant, il faut sortir. Et comment on sort ? On peut prendre vraiment le taureau par les cornes. Donc d'aller voir les utilisateurs, d'aller rencontrer les personnes, de prendre du temps pour regarder ce qui se passe au niveau de l'entreprise, quels sont les problèmes produits, quels sont les problèmes clients, quelles sont les routes causes des problèmes qui arrivent. Donc il faut aller vous inspirer. On va arrêter de vous demander de vous dire quoi faire, c'est à vous de participer à ça. Mesurer, donc j'ai vu Gilles chez les Furets aussi prendre beaucoup de temps pour mesurer des sujets qui n'étaient pas mesurés par l'équipe produit. C'est pas grave, c'est pas forcément à l'équipe produit, au manager de mesurer. Vous pouvez vous-même, Julien, je l'ai vu faire aussi, Viette, sur de la mesure de performance, de faire des tests de performance pour aller voir par soi-même, se faire un avis. C'est à vous de vous construire un avis. Participer à la définition des buts, parce qu'on ne va pas forcément vous demander, c'est par la compréhension des problèmes techniques, par l'identification des problèmes durs, par la découverte des vraies problématiques. Et à partir de là, il faut avoir un impact, convaincre les personnes qui sont non-tech, convaincre les techs. De temps en temps, il y a quelques débats d'architecture dans les entreprises. Mais c'est à vous de découvrir aussi votre capacité d'impact sur les autres. Et recommencer. C'est tout simplement ce petit travail-là, d'aller explorer cette voie business, cette voie personne, pour aller plus loin sur la tech, pour aller franchir d'autres murs. Des choses importantes, vous avez vu les petits mots en rouge. Les petits mots en rouge, ils étaient tous, finalement, pas sur des sujets technologiques, encore une fois, mais sur une attitude à avoir dans l'entreprise. Ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que finalement là, il s'agissait aussi de savoir poser les stylos, de regarder à moyen et long terme, et c'est pas un travail qui est commandité. Alors parfois, on va vous dire, ok, est-ce que tu peux travailler sur le sujet ? Mais en fait, à partir de staff, l'objectif, c'est de commencer à identifier soi-même de façon proactive ces fameux sujets. Alors comment est-ce que on va développer tout ça ? Tout à l'heure, on vous a un petit peu menti quand même. Non. On vous a dit,
Il y a d'un côté le management, de l'autre côté le leadership. Mais le sujet, c'est, vous allez voir qu'en fait, il est un peu plus flou que ça. Mais tout le problème, il revient sur la définition du mot management. Pour beaucoup, quand j'en parle avec ces personnes, quand on parle de management, j'entends soit des choses assez simplistes, du type c'est uniquement la gestion des personnes, des entretiens individuels, des carrières, etc. Les salaires. Salaire. Des fois, c'est le management, c'est un peu plus caricatural. C'est quelqu'un qui fait des PowerPoint et des fichiers Excel, des réunions. Et puis des fois, c'est des choses péjoratives, et là, je ne vous donnerai pas les citations. Des réunions. Mais en fait, si on se Principe reporte... de Peter, tu veux dire? Oui, oui, tout à fait. Alors, plein dedans. En tout cas, c'est l'imagerie qu'on peut se donner de ça. Alors moi, je vais donner une citation, enfin pas une citation, mais une définition du mot management tel qu'on le voit sur Wikipédia. Je suis désolé, je vais le lire celui-là. Le management se définit comme l'ensemble des techniques d'organisation et de gestion pour conduire, piloter l'action des individus. Une fois qu'on a dit ça, en fait, le management, ça regroupe beaucoup de choses. À partir du moment où vous êtes en mesure de mettre des gens autour de la table, parce qu'on doit discuter d'un sujet, à partir du moment où vous communiquez où vous argumentez déjà pour qu'on arrive à une décision, vous faites en sorte qu'il y en ait une qui soit prise. À partir du moment où vous communiquez cette décision à un groupe plus large, vous faites en sorte que ça arrive à destination, vous vous sentez responsable de ce que ça va donner comme résultat, en fait, pour tout ça, il va falloir forcément développer des compétences en management. Quand je dis management, c'est donc vraiment, encore une fois, c'est pas du fichier Excel, du machin, etc. Ça peut-être être un outil pour faire ça, mais c'est tout simplement de la communication. Et ça, c'est nécessaire à partir de staff. Donc toutes les personnes qui me disent je veux progresser de senior à staff et plus, mais qui ne veulent absolument pas faire de la communication, ça va être quand même assez compliqué. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un pas de côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas représenté la branche contributeur individuel juste au-dessus de senior. Il y a un petit sujet en termes de leadership, compréhension de business et d'impact. Alors, moi j'ai envie de vous donner une petite clé de lecture aussi. Alors, je ne sais pas si vous utilisez, je ne sais pas quelle méthode de produit vous utilisez. Celle que je trouve la plus efficace personnellement, aujourd'hui dans une organisation un peu mature qui fait du produit, c'est Discovery Delivery, rien à voir avec la Reine des Neiges. Et sur cette méthode-là, on va essayer de simplifier, on va essayer de dire ok, on va travailler d'abord sur un espace de problèmes, on va essayer de comprendre quels sont les problèmes qu'il faut résoudre, puis ensuite on va essayer de comprendre comment les résoudre. Là-dedans, il y a deux patterns que j'aimerais vous donner. Si vous les détectez chez vous, c'est qu'il y a peut-être un truc qui est un petit peu à modifier. Premier pattern, c'est est-ce qu'il y a des techs qui participent à la partie discovery? Est-ce qu'il y a des personnes tech qui sont là pour essayer d'identifier les problèmes? Et donc de voir quels sont les points de douleur de vos utilisateurs, etc. etc. S'il n'y a pas de tech, c'est un mauvais pattern. Il y a un problème dans l'histoire. J'en vois qui refusent même. Et j'en vois qui refusent, effectivement. Je me rappelle d'un thread qu'on a pu voir tous les deux. Mais je vais le détailler un peu plus parce qu'il était encore plus lié au deuxième mauvais pattern. Deuxième mauvais pattern, c'est la partie delivery. Dedans, à partir du moment où vous dites j'ai besoin de quelqu'un pour m'écrire mes user stories, j'ai besoin de quelqu'un pour, ou mes tickets Jira, ou peu importe, j'ai besoin de quelqu'un pour, je sais pas moi, déterminer le temps qu'on passe sur tel ou tel sujet. D'ailleurs, je dois aller négocier avec cette personne si je veux faire des tests, etc. etc. Pour moi, c'est un mauvais pattern. Le delivery, c'est un sujet où c'est uniquement les personnes de l'équipe technologique qui doivent le résoudre. En autonomie complète. Laissez les product managers s'occuper d'autres choses sur le discovery. Et ils vous en seront reconnaissants parce qu'ils seront beaucoup plus efficaces aussi, eux, dans leur métier. Donc en tant qu'architecte, on peut écrire des user stories. Exactement. Et on a eu cette discussion, enfin on a vu cette discussion-là se dérouler sur Slack, sur un Slack en particulier. TechRox. TechRox. On va le dire. Okay. Et effectivement, il y avait des personnes qui se posaient la question, mais qui disaient dans mon équipe, il y a des gens qui ne veulent pas écrire la user story. J'ai envie de dire, il y a quand même un truc qui est un peu bizarre derrière. Je suis manager, j'ai un architecte qui refuse d'écrire des user stories. Est-ce que c'est moi qui me trompe ou lui? Plus globalement, c'est la personne qui se pose la même question de est-ce que c'est à moi de décider le travail que je fais? Donc on vous laisse deviner notre réponse. Alors, petite parenthèse.
On a dit, OK, depuis le début, ce qu'on a dit, c'est vous avez nécessité, si l'entreprise n'a pas forcément un chemin de carrière qui existe au-delà de senior, de venir argumenter pour ça. Vous allez potentiellement créer des frictions. Parce qu'il va falloir que vous démontriez qu'effectivement, ça a un intérêt, que vous allez pouvoir, en tout cas vous et puis plein d'autres personnes, créer de la valeur supplémentaire pour l'entreprise. Ce qui justifiera, on parlait de tout ça tout à l'heure sur les salaires. Vous allez potentiellement, déjà, ce chemin-là, mais ce chemin, qu'est-ce qui nécessite des fois, c'est de poser les stylos, de refaire de façon proactive, d'essayer de comprendre les problèmes sur lesquels il va falloir travailler, et de faire de la conduite de changement. Dans tous ces cas-là, forcément, vous allez créer des frictions. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave si vous êtes la personne qui contribue à faire en sorte qu'on trouve des solutions. La personne, donc, alors, soit qui les amène tout seul, mais c'est pas tout à fait ça le sujet, c'est aussi de faire en sorte que les réponses, en tout cas, arrivent. Et ne pas être le Brian Jerk, donc la personne un peu toxique dans l'entreprise, que moi je vais traduire en français par le râleur de service. Non, il n'y en a pas beaucoup par ici. Du tout. On n'est pas du tout dans un métier où il y a beaucoup de râleurs de service. Qui est râleur dans... Non. Non, ça on va éviter. Le râleur de service, c'est donc... j'en ai vu plein dans ma carrière. Et systématiquement, quand je vais discuter avec ces personnes-là, pour qu'elles m'expliquent pourquoi est-ce qu'elles font ça, ils me disent toujours, bah oui, mais en fait, si moi je râle pas, il n'y a personne qui va comprendre que ça marche pas. Si on râle pas, en fait, on va pas voir qu'il y a un problème là et là, etc. Non, en fait, on s'en fout. Le fait de rapporter de l'énergie négative dans une équipe n'a jamais contribué au fait qu'elle marche mieux. Jamais. Donc moi, je vais vous proposer un framework pour essayer de faire en sorte justement de changer cette façon de voir le râleur de service. Et donc de vous positionner plus correctement sur la personne qui va contribuer à ce qu'on amène des solutions. Première chose, c'est éviter le « eux contre nous ». À partir du moment où vous entendez dans votre équipe, ou dans n'importe quelle équipe, quelqu'un qui dit « les sales, ils n'ont rien compris, ils ne savent pas ce qu'on vend, machin. Le marketing, franchement, c'est... peu importe. » Ou l'équipe front, l'équipe back, peu importe. À chaque fois que vous entendez cette phrase-là, il y a un problème. Vous devez être en mesure de vous dire « ok, mais s'il y a un problème, c'est à moi d'aller poser les questions, c'est à moi d'aller comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça. » Vous êtes une équipe à la fin, une seule. Ça paraît artificiel, mais c'est vraiment important. Le mindset, la formulation, la forme là-dessus est importante. C'est difficile de changer son langage. C'est vraiment plus facile de parler de soi, de dire moi, en se disant bah, j'ai peut-être tort, je me trompe peut-être, mais c'est vraiment inclure, et c'est effectivement un exercice d'inclusion. Il y a plusieurs types d'inclusion, et là c'est vraiment de dire on est dans la même équipe, on est dans le même business, on est ensemble, c'est quoi notre problème, c'est quoi le problème. Une vision, c'est on regarde le problème ensemble, c'est plus facile que de se regarder l'un face à l'autre. Deuxième sujet, évidemment, à partir du moment où vous allez commencer à aborder des problématiques qu'il va falloir résoudre, on attend que ce ne soit pas uniquement enfin pas uniquement, pas du tout même, pour déverser votre frustration. L'objectif, c'est pas de dire « ah ça marche pas, ça me fait chier ». Non, l'objectif c'est de dire « on pourrait faire mieux et voici ce que ça pourrait résoudre ». J'en ai vu sortir pour aller crier dans les toilettes. Bon, voilà, vous vous détendez. La frustration, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Enfin, si, ça fait avancer les choses si jamais ça produit quelque chose derrière, de constructif. Troisième chose, évidemment, c'est de vous dire, bah, il faut que je propose quelque chose en face. Il faut qu'il y ait une alternative. Dire, il y a tel truc qui marche pas, tel truc qui marche pas, et on pourrait faire mieux. Non, ok, on a déjà passé les 2 premières étapes. Mais à la fin, ne rien proposer, il n'y a rien qui va bouger. En fait, vous êtes la personne qui doit faire. Quatrième élément, disagree and commit. Alors ça, c'est peut-être un élément qui, comme ça, vous n'y avez pas forcément pensé, mais oui, à la fin, vous allez amener des sujets qui vont potentiellement être amendés par d'autres personnes. Oui, il y a certaines personnes qui vont amener eux-mêmes des sujets sur lesquels vous allez travailler. À la fin, la solution sera peut-être pas exactement celle que vous aviez envisagée au début. Ou pas du tout. Ou pas du tout, d'ailleurs. Et à la fin, tant pis. Il va falloir être en accord avec ça et aller dessus. Entendre une phrase du type « je vous l'avais bien dit », mais j'ai rien fait pour que ça marche non plus. Tout ça, c'est forcément toxique et ça n'apportera rien dans l'entreprise. C'est fort. Le disagree and commit, c'est vraiment fort. Vous pouvez avoir tort, mais en tout cas,
moi, ce que j'ai en tête là sur le disagree and commit avec les équipes, c'est de dire on a déjà fait un pas. Cette discussion nous a fait avancer. Donc, essayons la version qui n'est pas celle qu'on a recommandée et voyons après ce qu'on en a appris. Plutôt que de je vous l'avais bien dit, c'est qu'est-ce qu'on en a appris. La partie à apprendre. Et puis, on arrive à la fin, et heureusement, parce que je vois le temps. On arrive à la fin, et c'est quoi la suite? Voilà. Moi, j'ai juste un petit mot là à dire, c'est que passer de senior à staff, personne ne sait si vous êtes capable de le faire. C'est la discussion qu'on a eue. C'est est-ce que tout le monde peut le faire? Non. Est-ce que vous savez si vous pouvez le faire? Non. Donc il faut essayer. Il faut appliquer ces principes-là. Là. Essayer de découvrir si vous avez la capacité d'impacter au-delà des équipes, au-delà de la responsabilité qu'on vous donne. C'est mesurer, tester, saisissez des opportunités. Là, quand vous avez envie de râler, de dire ça ne marche pas, ça s'appelle une opportunité d'impact. À vous de la prendre correctement. Si ça ne marche pas, vous allez juste rater l'opportunité. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Après, il faudra peut-être une remontada assez forte, mais ça s'appelle les opportunités, donc il faut les saisir. Et moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. À la fin, il y a un sujet, c'est à vous de le faire. Personne d'autre ne le fera pour vous. Ce qui est important aujourd'hui, vous avez tous un métier hyper impactant dans, alors pas uniquement votre société, mais dans la société. On dit souvent software is eating the world. Si vous regardez les plus fortes capitalisations boursières aujourd'hui de la planète, ce sont les entreprises tech. Vous avez une responsabilité hyper importante, et c'est ce qui est valorisé dans ces entreprises-là justement. D'accord. C'est pas les téléphones, les voitures, etc. D'accord. Ce sont les softs qui tournent avec ces trucs-là. Donc vous avez une importance capitale dessus, si tant est que vous preniez cette position. Donc, je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus. Et voilà, à prendre votre place, vous allez voir, c'est excitant. Merci beaucoup. On a 2-3 minutes pour prendre des questions. Ouais, on va en prendre une. On va la répéter, donc vas-y. Qu'est-ce qui se passe après le après? Est-ce qu'il faut continuer de changer de titre après 15 ans, 20 ans d'expérience? C'est en soi, j'ai envie de dire, ça va évoluer déjà beaucoup plus lentement. Hein. Je veux dire, le fait de passer staff principal commence à avoir un impact sur sa société complète, puis sur l'industrie. C'est un sujet, j'ai envie de dire, de toute une vie. Donc oui, ça va continuer à évoluer plus lentement. Par contre, je dirais que voilà, mon message, c'est de dire il faut cultiver un peu son impact, s'intéresser de plus en plus près au business. Au bout d'un certain temps, effectivement, il y a un sujet salarial, mais en dehors de ça, c'est un sujet même d'intérêt personnel à ce que je fais. Quoi. Voilà. Moi, ce que je vois là-dessus, pour moi, c'est un autre talk, c'est comment on est principal et après. La seule piste que je peux te donner, c'est commencer à multiplier les impacts en dehors de l'entreprise. Ta croissance, tu peux faire du coaching, tu peux faire du consulting, tu peux opérer avec ta boîte à l'extérieur, mais c'est ton impact hors de l'entreprise qui commence à compter. Et d'organiser des conférences comme Devox, par exemple, Nicolas, qui est chez Doctolib, qui organise Devox, ça, c'est une façon d'avoir un impact supérieur. Je ne sais pas s'il a plus de 20 ans d'expérience, mais je pense quand même, parce qu'on s'est croisés en 2001 dans une boîte. Mais voilà, ça, c'est ça. C'est avoir de l'impact plus large. Quoi. Une autre question? Madame? Ouais. Comment on fait dans une petite structure pour s'auto-évaluer comme ça? Alors, donner une première réponse, c'est qu'il ne faut pas forcément, le carrière pass qu'on vient de donner, qui est assez complet, avec pas mal d'étapes, etc. Donc, chez Malte, on est passé de 3 à 500, on n'a clairement pas implémenté ça au début. Parce que c'est effectivement pas lisible quand on est beaucoup plus petit. C'est compliqué aussi de parler d'impact au niveau de la société, alors que c'est forcément une société de 5 personnes versus une société de 500, on ne va pas faire de la même façon. Donc, je dirais qu'au début, on n'est pas du tout dans la même configuration. Et donc, voilà, tout est question de contexte.
toute la question, par contre, c'est de se positionner sur l'impact qu'on a de plus en plus dans l'entreprise. Mais je ne recommande pas du tout d'appliquer ce genre de carrière pass à des stades un peu plus, moins avancés en termes de taille. Dans un groupe, Philippe, dans un groupe de 100 000 personnes, comment on fait? Alors, dans un groupe de 100 000 personnes, je ne vais pas forcément pouvoir donner beaucoup de clés. Moi, on n'est pas 100 000. C'est clair que démultiplier son impact au niveau de société dans une entreprise de 100 000 personnes, c'est un petit peu différent. Mais de la même façon que ce que je disais, ça ne s'applique pas forcément aux entreprises plus petites. Tout ce qu'on vient de décrire ici, j'ai envie de dire, je vais attendre qu'on ait grandi pour pouvoir y répondre. Je prends une dernière question. Et... Terminé. D'accord. Pas de souci. Terminé. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci.